Et de retour sur le plateau de la tranche info, on passe maintenant au focus. On va échanger autour justement des projets du concours Agreen Startup. Nous avons les 5 finalistes de la catégorie agro-transformateur et nous recevons 2 premières teams, à savoir la team Mani Manioc avec Axel Rousseau et Mekria Matoura Parsad. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et nous avons une deuxième team représentée par Lionel Desvarieux et David Blick sur le projet Les Bonifieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, je vais commencer. On va avec le café, tiens. On va commencer avec le café. Déjà, parlez-nous de votre projet. Mais avant d'en venir à votre projet, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé justement à ces métiers agricoles ? Ok, donc nous on est des passionnés de café depuis une quinzaine d'années. Passionnés, le bon terme politique pour dire drogués au café. Du gros consommateur dans un premier temps. Voilà, pour justifier l'addiction, il faut trouver une idée de business autour pour pouvoir en vivre et voilà. Donc ça fait une quinzaine d'années qu'on est passionné par le café. On fait beaucoup de dégustations, d'expériences, de rencontres, de voyages aussi autour de ça. Et un jour, on est rentré au pays et on s'est dit, c'est quoi notre projet de retour ? C'est peut-être le café. Et le premier constat qu'on a fait, c'est que on était ici et il y a du café, mais du café 100% Guadeloupe n'est pas disponible à profusion. Donc on a très limité pour l'instant. Voilà, c'est des quantités très limitées, ce qui n'était pas forcément le cas il y a des années de cela, puisqu'on est sur une production historique. Et du coup est venue l'idée de partager nos expériences d'abord sur les réseaux. On était juste là pour partager ce qu'on faisait au final à ceux à qui ça pouvait intéresser. Ah, vous avez une page en fait. Ouais, on a une page. D'accord, qui est active depuis un moment déjà. Oui, depuis 2 ans. D'accord. Et on a démarré là-dessus. Non, je vois. Ok, on était dans notre salon, on faisait des dégustations, on partageait avec les gens regardaient pas. Bon, il n'y avait pas vraiment d'objectif au tout début, si ce n'est le partage. Et puis derrière, on a commencé à faire des ateliers de dégustation. Et à la fin des ateliers, les gens nous demandaient mais où est-ce qu'on peut acheter votre café ? Où est-ce qu'on peut acheter cette cafetière ? On disait mais c'est pas notre café et on ne vend pas de matériel. Donc l'idée est venue, on est devenu torréfacteur, on a passé les certifications pour devenir torréfacteur et transformer du café. Et puis comme on arrive toujours à se chauffer un peu plus, on s'est dit il n'y a pas assez de café pas assez de café Guadeloupe pour la Guadeloupe. Peut-être qu'on doit œuvrer avant la transformation et aussi sur la production pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de café disponible pour le marché local. Parce qu'effectivement, vous concourez dans la catégorie agro-transformateur, mais encore faut-il qu'il y ait une matière première disponible, il y a quelque chose à transformer en fait. On n'a plus vraiment de filière en local, donc à terme, effectivement, si votre projet suit son cours, comment vous allez approvisionner votre entreprise finalement de torréfaction ? En fait, notre projet, il est basé vraiment sur de l'arbre à la tasse, comme on aime le définir. C'est que, comme David l'a très bien dit, c'est qu'on est parti d'un constat, on a commencé à torréfier il y a un peu plus d'1 an, et on est plus dans un souci on ne peut pas répondre à la demande. Donc on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Donc on a créé tout un plan de formation pour aider les producteurs dès le départ à créer des caféières qui soient pérennes, qui soient rentables, qui soient saines. Donc on entre sur le côté écologique, parce que nous sommes sur des produits, sur un produit où 10% seulement est utilisé, c'est-à-dire la graine de café, mais tout le reste, tout ce qu'il y a avant n'est pas utilisé. Et nous, notre projet, c'est 0 déchet. On utilise tout ce qu'il y a dans le café. Et donc on a formalisé ça. Et notre force aussi, c'est que du coup, on intervient à la formation, et puis on dit aussi aux producteurs, après, une fois que le produit est là, nous, on va vous l'acheter en fait. Parce que c'est ça notre métier à la base, on est transformateur, on est torréfacteur. On va vous l'acheter, on va le commercialiser sous l'égide du Café Guadeloupe, parce que c'est ça qui est hyper important pour nous. Et là où les producteurs... faire un label, une espèce de label Café Guadeloupe. Exactement, on veut remettre ce label-là. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que le Café Guadeloupe, c'est l'un des meilleurs cafés du monde, terre de champion, n'est-ce pas les gars ? Comme tout ce qu'on produit, hein. On arrivera sur le manioc, de toute façon. Champion aussi, dans tous les cas. Dans tous les cas. Et il est tellement bon qu'il est acheté, 98% de la production est achetée, mais pour bonifier d'autres mélanges. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il s'appelle le bonifieur. C'est là où on a emprunté son nom. D'accord. Donc notre café sert à rendre des cafés meilleurs, en fait, à élever le niveau de certains cafés. Exactement. Exactement. Donc c'est beau. Pour autant, on ne valorise pas l'origine Guadeloupe.
alors qu'il a une fonction évidemment. super importante. Évidemment. On a un autre produit qui est un peu similaire, c'est le sucre. Oui. Le sucre, parce qu'il est Exactement. très transformé une fois arrivé à l'étranger, mais on ne dit pas effectivement Qu'il vient de chez nous. Exactement. Guadeloupe. Et donc, vous voulez remettre en effectivement avant cette bien. identité qui est historique, comme David l'a dit, qui est hyper importante, qui est hyper connue quand on dit à des gens qu'on vient de la Guadeloupe et que des gens du monde du café, ils ont les yeux qui brillent parce qu'ils connaissent ce café. Petite anecdote, le café le plus cher du monde, l'un des cafés le plus cher du monde, c'est le Blue Mountain. La souche première du Blue Mountain, elle vient du café Guadeloupe. C'est-à-dire que le Blue Mountain, c'est notre petit cousin qui a mûri ici que nous. Il a mûri ici parce qu'il est mieux habillé, C'est bien parce dit. qu'on le frotte un petit peu, il est bien coiffé et ça, mais sinon, quand on goûte le café... En fait, c'est du café de Guadeloupe, quoi. C'est du café de Guadeloupe. Incroyable. Peut-être même un peu moins bon, peut-être, on ne sait pas. On va dire ça comme ça. Donc c'est ça vraiment notre but, est de mettre ce label Café Guadeloupe et donc de communiquer là-dessus. Et là où les producteurs nous ont suivis, c'est quand on leur a dit, en fait, ce qu'on va faire, nous ce qu'on fait, c'est sublimer votre travail. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant le café de Harold. Ça va être ton café, ce sera marqué sur nos paquets. Alors c'est nous qui l'avons transformé, mais ce sera ton café, ce sera ta parcelle, ton terrain, parce que ton terrain sera différent de votre terrain à vous. Et nous, notre but à nous, c'est que du coup, les producteurs soient mis en avant. Parce que le jour où les producteurs disparaissent, Et du coup, on développe des recettes de torréfaction qui sont adaptées à chaque producteur, à chaque producteur. café. On a des producteurs à Baïf et des partenaires aussi à Saint-Claude. On vous fait goûter les deux cafés. Vous allez penser que c'est deux cafés de deux pays différents, alors qu'ils sont juste distancés entre Baïf et Saint-Claude. Mais comme ils n'ont pas été produits de la même manière, ils ne poussent pas dans le même endroit, le goût est différent. Donc, vous ne voulez pas faire une production lissée, Non. où tout a le même goût. Non, Vous voulez c'est vraiment pas ça, faire des c'est produits spécifiques. On veut mettre en avant le terroir. D'accord. Le café est une carte d'identité du patrimoine. C'est comme la canne, hein, ça vient puiser un peu tout ce qui est autour de lui. Donc s'il y a beaucoup de fruits, beaucoup d'agrumes, il y aura une légère acidité. S'il y a beaucoup de cacao, il y aura beaucoup de gourmandise. L'idée, c'est de remettre ça en avant et de déguster un café comme on déguste aujourd'hui un bon rhum, un bon whisky, un bon vin. Et vous pensez qu'on peut faire une industrie de ça, éventuellement? Alors on pense pas, Vu on la est qualité. sûr. On est sûr, qu'on peut le faire. on a la particularité d'être sur une île un peu bénie des dieux, hein, si on peut dire ça. C'est-à-dire que Pas qu'un peu. pas qu'un peu d'ailleurs, terre de champions jusqu'au bout. Quand on dit à nos collègues torréfacteurs qui sont en région parisienne, on leur dit, quand ils voient nos images en train de cueillir du café, parce qu'on participe aussi là-dessus, dès le départ, on va cueillir les grains, etc. Et qu'on leur dit que on n'est même pas à 800 mètres de hauteur, ils nous disent c'est pas possible. Parce que l'arabica pousse à partir de 1200, 1500 mètres. Et on leur dit non, mais en Guadeloupe, tout pousse. Et tout pousse tellement, c'est que historiquement, le café Guadeloupe était fait et poussé. On faisait 4000 tonnes à l'année, à une époque, 4000 tonnes quand même. Là, si on arrive à 100 tonnes une année, on est content. Et ça poussait, 40% poussait en grande terre et à Marie-Galante. Tellement la terre, elle est bénie. À 10 mètres Même, au-dessus du niveau de la mer. Hein. même dans les grands fonds, donc vraiment. À peine. Donc voilà ça. Tout pousse, effectivement. Tout pousse, tout peut pousser, On a il une faut terre qui est juste, très prolifique ici. Ouais. Il faut juste mettre les bonnes pratiques au bon endroit, au bon moment. Et ça, c'est notre projet. Et on parle de la boisson la plus bue au monde juste après l'eau. Mhm. Et on a ça de disponible chez nous. Donc il faut aussi que les gens prennent conscience de ce patrimoine, même ceux qui ne boivent pas de café finalement, mais qui s'approprient ce produit-là et qu'ils aient conscience qu'on a ça ici sur place, en local. C'est une richesse, mais c'est vrai que arriver à convertir l'image d'un arbre vert qui porte avec des billets verts, ça demande quand même une gymnastique de l'esprit que tout le monde n'a pas. Donc comment vous allez rendre ça glamour? Faire comprendre aux jeunes, je peux devenir torréfacteur éventuellement, ou bien producteur de cacao, et vivre de ma production de cacao. L'idée, c'est pour ça qu'on a lancé, on a construit ces programmes de formation et de guides de bonne pratique. C'est à la fois pour augmenter la productivité des productions existantes, d'améliorer le rendement, et aussi d'inciter des nouveaux producteurs. Et dans le champ d'inciter des nouveaux producteurs à planter du café, Lionel l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, quand vous cueillez une cerise de café versus le grain torréfié, vous divisez votre volume par 6. Sauf qu'aujourd'hui, le producteur ne vit que du grain qui est torréfié. Là, ce qu'on va proposer aux producteurs, c'est des sources de revenus complémentaires, puisqu'entre la cerise et le café, on va essayer de valoriser tous les sous-produits du café. Et nous, on s'engage avec nos partenaires à leur acheter leur production. Donc, ils ont une sécurité financière derrière, puisqu'ils savent déjà qu'ils vont pouvoir vendre ce qu'ils ont récolté. Donc non seulement vous voulez torréfier, mais vous voulez aussi créer donc une filière vertueuse Exactement. autour du café. Exactement. Beau projet. On comprend pourquoi vous êtes finaliste, n'est-ce pas? C'est bien pensé. Mais en face de vous, vous avez par exemple une autre équipe, à savoir celle d'Axel Rousseau et de Mekriya Matoura Parsad, qui sont sur le projet Mani Maniok. Bonsoir messieurs. Bonsoir Harold.
Bon, on va pas commencer avec Axel. Bon, je peux présenter Axel, puisque Axel a beaucoup d'activités dont Manger Zion. On va pas faire comme si on ne connaît pas. On a beaucoup mis cette activité en valeur parce qu'on trouve génial ce que vous faites au niveau du manioc. Vous avez réussi à le remettre un peu au goût du jour, pas un peu, beaucoup au goût du jour. Donc déjà, on salue le travail. Mais Mécria, on voudrait bien voir ton parcours, puisqu'on ne t'a pas encore entendu, toi. Alors, dis-nous tout. Alors moi, Axel, c'est un ami de longue date. Donc un jour, il me dit, j'ai été marcher dans le Zion et j'ai vu qu'il y avait plein de manioc plantés au niveau de Petit-Bourg. Et ce produit-là me parle énormément. Je pense qu'il faut qu'on travaille à valoriser ce produit qu'on a qui est ancestral et qui a permis à des civilisations de subsister, voire de vivre et d'exister même. Et donc il me dit, je vais apprendre à transformer le manioc. Est-ce que ça te dit de m'accompagner? Alors, sous un coup de tête, je lui dis ok, je vais venir voir comment ça se passe, je vais t'accompagner. Et du coup, ça fait 3 ans que je l'accompagne. Eh ben, dis donc. Et qu'on transforme. Quel accompagnement? C'est long. C'est un petit accompagnement et finalement, on trace un peu de route. Du coup, effectivement, il y a Manger Zion derrière. C'est l'association, comme je disais tout à l'heure. Il faut le voir comme sous forme de collectif. C'est-à-dire que c'est les amis qui nous ont permis de nous exprimer. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est pas un produit qu'on a inventé. C'est un produit qui existe déjà, qui est ancestral, et que maintenant, nous, on a voulu le remettre au goût du jour, le redynamiser, le valoriser, et du coup, il nous fallait un espace pour s'exprimer, qui a été matérialisé par Manger Zion, quoi. Manger Zion, on peut donc déguster des spécialités à base de manioc, comme quoi? Donc on fait cassave, donc c'est Voilà. déjà ça. Mais cassave poisson. Exact, cassave poisson, cassave légumes. Donc le samedi soir, 18h, 22h. Pas que, on fait aussi des gâteaux, on fait de la soupe à base de manioc, on fait même du jus à base de manioc. Donc big up à la famille Manger Zion, Charlot, ils connaissent. Du coup, il n'y a pas que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens s'intéressent un peu plus à Money Manioc, c'est parce qu'on a un produit qui s'appelle la pâte à cassave, en fait, qui permet justement de faire sa cassave directement chez soi en 2 minutes, dans une poêle. Pas besoin d'ajouter ni eau ni matière grasse. Donc en fait, puisque la préparation de la cassave est très longue, c'est très laborieux. La transformation est longue, mais une fois que vous avez obtenu ce qu'on cherche tous, c'est l'amidon de manioc. Une fois que vous avez obtenu l'amidon de manioc, mais après, pour le faire cuire, ça prend 2 minutes. D'accord. Le Donc temps tu d'une nous crêpe, évites le toute temps la phase de Exactement. préparation, et nous on se contentera de la cuisson. Juste de faire la cuisson. Et Voilà. c'est ça tout D'accord. l'intérêt en fait de ce produit-là, c'est qu'en fait en vrai, vous pouvez exprimer votre génie culinaire en fait. C'est-à-dire que là, celui qui aime du végétarien, il peut manger sa cassave. Celui qui aime le carnivore, il mange sa cassave. Celui qui aime du sucré salé avec... Attends, parce qu'il faut qu'on visualise, puisque c'est quand même un produit nouveau, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. Non, c'est pas nouveau justement. Comment ça se présente? Alors ça se présente sous forme de... On dit farine. Ok. Donc c'est une farine fraîche. Et c'est pas plus compliqué que ça en fait. Il suffit simplement de verser cela dans une poêle. Ça cuit tout seul. Une farine fraîche, tu la verses en poêle, Oui. Je te jure. et ça marche comme ça. Et ça Ça a l'air fonctionne tout seul. tellement facile. Ouais, ça a l'air simple en fait. Il n'y a pas un mélange à faire avant de... Aucun mélange. Aucun à faire. mélange, aucune réhydratation. Le produit est déjà prêt à l'emploi. Il suffit de récupérer son sachet qui était au frais, en mettre un peu dans une poêle ou sur une plaque chaude, faire l'étaler, attendre 2 minutes et ensuite la garnir, quoi. Enfin, Et c'est ensuite, Terminé. c'est prêt, on peut la consommer. Sur la conservation, comment vous avez Alors nous vous avez réussi? aujourd'hui, justement, c'est l'intérêt pour laquelle on s'est positionné sur ce concours, c'est de pouvoir justement avoir accès à plus de technicité qui nous permettrait de mettre justement, de moderniser notre processus et d'avoir à pouvoir proposer notre produit plus longtemps, quoi, en fait. Donc, Là, on est aujourd'hui- sur une durée de conservation. Alors de aujourd'hui, combien de temps de manière empirique, on est sur du 7 à 10 jours. 7 à On 10 sait jours. qu'entre 7 et 10 jours, c'est consommable, qu'il n'y a pas de problème. Donc ça reste Au-delà. catégorie produits vraiment frais. Voilà, donc il va donc on est consommer. vraiment sur des produits frais, du produit vivant en fait. Au-delà, on aimerait pouvoir le proposer au-delà. Il existe des solutions, on aimerait congeler. Mais pour nous, l'intérêt, c'est de pouvoir le consommer frais et vivant en fait. D'accord. C'est tout là l'intérêt de ce produit. Qu'est-ce que tu entends par vivant? C'est quoi vivant? Ça veut dire que le reste Mais est dead? justement, c'est-à-dire que
Aujourd'hui, tu manges une mangue, tu as que tu as cueilli sur l'arbre, ben là, c'est la même. Nous, on produit, notre processus de fabrication, il est sur 2 jours. Et en fait, à l'issue de ces 2 jours, eh bien, toute la production tout ce qu'on a produit est vendu instantanément. Voilà. C'est écoulé à la semaine pour l'instant. On est dans des productions artisanales. On ne vise pas tout de suite l'industrie. Est-ce qu'on a de quoi déjà? Il n'y a pas encore de quoi. En fait. C'est-à-dire que pour l'instant, la filière, elle est un peu endormie, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'elle est stabilisée, comme tu as dit. Il y a Tous des ceux gens- qui font du manioc se connaissent, j'imagine. Ils Un- se un connaissent pour la petit- plupart. Pour la plupart, tous ceux qui font du manioc se connaissent. Là, l'idée, c'est de travailler ensemble pour que justement cette filière-là soit redynamisée et qu'elle ait une plus-value à l'échelle du territoire, qu'elle ait un impact économique visible. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va avoir plusieurs familles, c'est surtout des productions familiales qui sont localisées, on dirait à Marie-Galante, Capesterre, en Organte aussi. On a Là, Petit Beau, l'idée- Capestet aussi. Exactement, Petit Bourg aussi. Mais l'idée, ce serait qu'il y ait un développement de cette filière du manioc pour pourquoi pas demain, avoir plusieurs petites unités artisanales, prenons exemple la nôtre, qui soient en mesure de transformer et de produire un produit qui soit disponible et frais, comme on dit. Nous, l'intérêt, c'est vraiment que le produit soit transformé et tout de suite consommé par les gens, et pas qu'il soit conservé dans un fond de placard ou dans un étal. Vraiment un produit qui soit, comme il dit, vivant parce qu'en fait, il a une durée de vie qui est limitée, quoi. Et qu'il faudra mettre de toute façon cet aspect-là au fil, l'aspect frais. Les gens sont de plus en plus réceptifs à ça, mais certains effectivement sont sur des conservations beaucoup plus longues par rapport à l'utilisation qu'ils en font. J'ai une petite question puisque on a les bonifieurs qui sont en face, ils font de la torréfaction, donc ils arrivent à tirer l'un des meilleurs cafés du monde. Très probablement, on attend vos récompenses à venir. Meilleur, on peut dire le. On peut dire le meilleur. D'accord, je suis tout à fait d'accord. Donc nous produisons le meilleur café du monde. Comment vous allez jouer, vous, à votre niveau, pour parler de la qualité du produit, pour vendre en termes de qualité, et comment aussi, puisque vous êtes sur un petit marché pour l'instant, mais on vous souhaite de devenir énorme, n'est-ce pas? Comment concurrencer des concurrents comme Saint-Domingue, par exemple, qui produit toutes sortes de choses dans des proportions énormes, en fait. Alors, nous, on va parler de la qualité. Nous, pour l'instant, on est sur un projet, en tout cas, on est en collaboration avec un jeune qui a une production de manioc bio. Donc, pour la qualité, on n'a pas de doute. À ce niveau-là, on va avoir du Donc, vous manioc contrôlez les exploitations déjà. C'est ça. On a des partenariats avec des producteurs qui soient en mesure de nous garantir que le produit il est de qualité, donc il est bio. On n'a pas, on n'a pas la prétention tout de suite de dire qu'on va aller concurrencer Saint-Domingue ou le Costa Rica, enfin, peu importe les nations qui sont en mesure d'avoir des volumes énormes. Comme on a dit, nous, on voudrait rester sur un produit de qualité et disponible au moins déjà à l'échelle de notre territoire. Disponible en continu. En continu, c'est ça. Ça va être le grand défi. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'être disponible en continu. C'est un grand défi, mais j'ai envie de dire qu'on le relève déjà, puisque ça fait, comme tu nous connais, tu n'as pas de manger Zayan, ça fait déjà au moins 2 ans que la plupart des gens qui nous soutiennent, qui nous fréquentent de près, savent qu'on est présent chaque semaine avec du produit frais qui est disponible pour le coup, parce qu'ils peuvent vraiment le palper. Entre ceux qui consomment essentiellement de la pâte à cassave, enfin, des cassaves tous les matins depuis 1 an à 2 ans, les autres qui viennent régulièrement commander leur cassave quand on est présent à Pointe-à-Pitre. Non, vous avez une clientèle dans tous là. les cas, puisque Voilà. c'est bon. Il faut dire ce qui est. C'est ça. C'est bon à manger. Ça, c'est une chose. Mais après, même si vous ne voulez pas concurrencer effectivement des gros, il y a le problème des arrivées de ce type de produits sur les étals, Oui, dans bien sûr. dans les grandes surfaces, dans les supérettes, et pas que dans les épiceries fines, par exemple. Oui. Parce que beaucoup veulent effectivement se rapprocher de ce type de produit, mais ne l'ont pas disponible. Par exemple, si on est sur Basse-Terre, nous, on n'a pas mangé Zion sur Pointe-à-Pitre, tu vois. On n'est pas compris dans le lot. Donc, est-ce que vous allez penser à tout l'archipel, quoi? Il faut penser à nous tous. Oui, puisque de toute façon, on l'a dit, l'idée c'est de pouvoir développer probablement notre unité. C'est ce qu'on aimerait. Et ça existe déjà en fait. De manière générale, il y a un paquet de monde qui a fait manioc de leur coin déjà pour subsister. Et c'est ça qu'il faut retenir surtout. C'est que le manioc, on parle vraiment de civilisation du manioc. Il y a des peuples qui se sont construits, organisés en travaillant, en cultivant le manioc, en transformant le manioc. Donc,
Nous, aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir permettre à d'autres jeunes, comme nous, d'avoir accès à ces informations-là, de se rendre compte que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Tout ce que ça nous demande, c'est juste du temps, de l'attention, et mais après, gagner en autonomie et en responsabilité. Et si vous arrivez déjà à manger, ne serait-ce que de la farine de manioc ou de l'amidon de manioc, vous avez déjà tout gagné. Après, il y a des avocats, il y a des mangos, là, on va arriver en saison de fruits, là, mai, juin, juillet, août, à profusion. Vous avez une multitude de choses à faire avec le manioc. Parce que, vous n'êtes pas sur les millions, en tout cas, pour l'instant. Vous êtes vraiment sur la promotion du manioc. C'est ça. Pour comprendre nos valeurs, à nous, pour l'instant, c'est vraiment de se réapproprier ce produit-là et que les gens, les Guadeloupéens, puissent revenir à consommer un aliment de base qui est bon pour la santé, finalement. Qui représente énormément, comme on parle énormément de civilisation, de perdurer, tout ça, de subsister. C'est déjà ça. Dans un premier temps, le manioc répond à une problématique qui est la malnutrition, le sans gluten, puisqu'il est sans gluten naturellement. C'est déjà répondre au fait qu'on veuille se réorienter vers du bien manger. Demain, un jeune qui serait par exemple à Maragalante, qui voit du manioc, qui a grandi dans la production de farine de manioc, il a envie de produire d'installer une unité de transformation du manioc à Maragalante, pourquoi pas? Pourquoi moi je voudrais lui faire de l'ombre? Parce que moi je suis venu m'installer au Lamentin. Pourquoi je voudrais lui faire de l'ombre alors qu'il est à Maragalante, alors qu'il œuvre pour les mêmes valeurs? C'est-à-dire que pour les Guadeloupéens, se rapprochent des produits qui nous ressemblent finalement et qui ont été là avant nous et qui seront là sûrement après nous. Si on fait les bons choix, on pourra se réorienter vers des produits qui sont des produits de base pour nous, quoi. C'est comme ça c'est cette vision qu'on a. Oui, il y a toute une vision. Je constate qu'en fait, c'est pas que le produit fini. Vous avez tous des visions vraiment de développement du territoire, en fait, qui accompagnent effectivement vos projets. C'est demandé ou ça émane de vous? Ou bien c'est un prérequis sur le concours? Non, c'est pas un prérequis. Je pense si on est là et avec toutes les personnes qu'on a croisées, parce qu'on a croisé 14 autres personnes qui sont vraiment, leur dossier et leurs projets sont vraiment top. Mais non, c'est quelque chose qui est important pour nous. C'est-à-dire qu'on aime la Guadeloupe, on aime les Guadeloupéens. C'est ça le premier parti. Nous, quand on est rentré, quand on a lancé notre production, on a reçu des demandes de la Russie, de notre café, pour acheter le café de la Russie. On a dit non. C'est juste avant d'envahir l'Ukraine en plus, on a eu business is business. Vous pouvez couler. On ne sait jamais, Poutine avec la tasse des bonifieurs comme ça fait mal pour l'image. En termes de com ces jours-ci. Ouais, c'est un peu dangereux. Mais en fait, notre but vraiment, c'est exactement comme vous. Et en plus, on est sur deux produits qui se ressemblent, le matin, petit déjeuner et tout. Notre but à nous, vraiment, c'est que tous les matins, les Guadeloupéens puissent avoir une tasse de café Guadeloupe dans leur placard. Et ça, tu as posé la question, tu leur as demandé comment lutter contre la République dominicaine, etc. Mais aussi, on a constaté, on voit vraiment que c'est aussi partisan de la part des gens. Les Guadeloupéens, ils veulent consommer Guadeloupéen. Bien sûr. Alors, même si c'est quelques centimes plus cher, 1 euro plus cher, 2 euros plus cher pour votre produit, ils savent que d'où ça vient, ils peuvent vous serrer la main, c'est vous qui avez fabriqué et tout. Ça, c'est hyper important. Et pour nous aussi, c'est hyper important. Vraiment hyper important. Merci. Il y a un enjeu identitaire, donc c'est vraiment l'objectif, comme il dit, c'est de se rapprocher de nos valeurs. Et si on peut collaborer avec d'autres qui ont les mêmes valeurs que nous, pourquoi pas? Ah, vous avez vu ça? On vient de passer. Ils viennent parler de petit déj, café, cassage. Bon, voilà. Ça se combine, on aura un plateau. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Je le rappelle, Lionel Desvarieux et David Blick qui représentent donc le projet Les Bonifieurs dans la catégorie agro-transformateur. Et nous avons également Axel Rousseau et Mekriyama Toura Parsad qui, eux, représentent le projet Mani Manioc. Donc, on a de la torréfaction de notre café, qui est le meilleur du monde, je tiens encore à le préciser. Exactement. Et on a de la transformation, du manioc. Tu fais de l'amidon, c'est ça, et de la farine. Exactement. Amidon et farine, prête à l'emploi. On met dans une poêle, c'est cuit. C'est cuit. Bon appétit, merci. Yes. On se retrouve après la pub. Merci à toi. Merci. De retour sur le plateau du Focus, nous enchaînons avec 3 projets finalistes dans la catégorie agro-transformateur pour le concours A Green Startup. Nous avons donc sur le plateau Nahuel Tournebise pour le projet Capril. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Jean-Yves Carmassol pour le projet Papité. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai atteint. Ouais. Et nous avons aussi Étienne Gène pour le projet Gènes Calabash.
Alors, Jens Calabash, il faudra vraiment nous expliquer, parce que je ne vois pas du tout ce à quoi ça peut correspondre. Honneur aux dames. Bonsoir Nawel. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux, avant d'en venir au projet Capril, nous parler succinctement quand même de ton parcours qui t'a conduit justement à l'agriculture? Tout à fait. Alors d'abord, je vais vous présenter la photo qui me suit depuis déjà 2 semaines, depuis que j'ai été sélectionnée pour le concours Agreen Startup. Donc mon parcours est assez simple. J'ai fait toute ma scolarité en Guadeloupe. Ensuite, j'ai fait une prépa BCPST en Guadeloupe. Ensuite, En français? En français. BCPST? Biologie, physique, chimie, sciences de la Terre. Merci. Avec plaisir. Et après, je suis partie faire des études d'ingénieur en agronomie, spécialité agroécologie, solo et territoire. Et pendant mes études, j'ai décidé de faire une année de césure. Donc, je suis actuellement en année de césure pour faire des stages en exploitation agricole caprine laitière, pour un peu me former un peu plus, savoir ce que je veux faire vraiment et si ça me plaît. Et après, je finis mon cursus d'école d'ingé d'ici fin septembre. D'accord. Voilà. Donc on peut dire que ça, ce serait peut-être un projet pour la suite, après la fin de tes études. Ça serait pour un projet dès maintenant, parce que ça prend du temps de s'installer, de mettre en place, surtout que c'est un projet qui n'existe pas encore. Donc le temps d'avoir tout le matériel et tout le nécessaire, il faut commencer Il faut commencer vite. dès maintenant. Très bien. Alors Capril, le projet se nomme Capril. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Alors Capril, c'est un projet d'une exploitation agricole en élevage caprin, laitier, avec le cabri créole et faire du lait, toujours avec le cabri créole. Avec nos cabris. Avec nos cabris. Nos cabris font du lait. Nos cabris font du lait. C'est sérieux ou pas? C'est très sérieux. D'accord. Et cette ressource-là n'avait jamais été exploitée? Pas jusqu'alors. Jusqu'en 97, on faisait du lait et ça s'est arrêté. Du lait de cabri? Certains petits exploitants utilisent leur lait pour eux, pour leurs ressources personnelles. Après, ça n'a jamais été développé vraiment de manière commerciale. Par contre, le lait de vache, jusqu'en 97, ça fonctionnait en Guadeloupe et ça fonctionnait très bien. On va dire que le lait de vache, bon, c'est basique, on s'en voit, mais le lait de cabri, ça, j'avais jamais entendu. Eh bien, c'est maintenant. Petit sondage, tu connaissais? Le cabri ici? Oui. Oui, parce que le cabri, il fait bien des petits, donc il y a bien du lait. Faut bien les allaiter. Faut bien les allaiter. Oui, mais sur la consommation. Alors, oui, la c'est consommation, sûr. non. Ah non, non. Par contre, sur la consommation, non. Je n'ai jamais connu ça, du lait de chèvre, de cabri ici, quoi. Non. C'est vraiment novateur dans le sens où vraiment, je n'ai jamais entendu parler de production de lait de cabri. Ah non, non. Toi non plus, Jean. Ben maintenant, si. D'accord, donc c'est possible. Ah, c'est possible. Et comment tu mets ça en place? Et comment je mets ça en place? Eh ben, déjà, une année de césure, là, pour me former. J'ai fait des stages à l'INRAE pour voir justement si c'était possible d'avoir du lait et assez de lait avec nos cabris. C'est possible. Elles font à peu près en moyenne minimum 1 litre de lait par jour, ce qui est très raisonnable pour leur poids. Et les meilleures produisaient jusqu'à 3 litres par jour. Donc on peut être très rentable. Et moi, dans le projet actuel, ça serait avoir du terrain, acheter des cabris et let's go. et commencer simplement. directement la production. Alors, comment tu places ton produit? Parce qu'effectivement, ça c'est... Comment je place? Comment tu le places? Parce que tu as le marché du lait de vache, du lait de chèvre par exemple, déjà un peu, je crois aussi. Alors, mais déjà, est-ce que vous mangez du fromage de chèvre? Non. Du tout? Non. Et vous en voyez dans les magasins, par contre? Oui. Donc, c'est que ça se vend? Oui, c'est sûr. Donc, c'est que ça fonctionne? Oui. Ah bah voilà. T'as dit Pas de... bien. bah, Ouais, voilà. elle te plie. Oh là là. Ok, non, c'est... Le marché, il est là. Il n'y a pas encore localement. Mais si c'est mis en place, je pense que ça sera acheté. Il y a un sondage qui a été fait il y a à peu près 6 mois sur est-ce que la population serait prête à acheter du fromage local. Et la réponse était oui. D'accord, donc on est prêt. De toute façon, effectivement, On est- c'est vrai, on consomme déjà du fromage. Mais gustativement parlant, c'est bon? C'est bon. Après, il faudra voir, il faut essayer, il faut retenter des recettes. Et c'est pour ça que s'installer dès maintenant, ça me permettra aussi de tester des recettes, voir ce qui est le plus possible. Le lait de nos cabris, il est plus riche en matière grasse, en matière protéique. Donc peut-être qu'il faudra adapter un peu tout ce qui est ferment, présure pour la transformation, mais qui ne tente rien à rien. Ah ouais, donc toi, tu veux vraiment créer un marché. Là, tu arrives, création de marché, carrément. Pas création de marché parce qu'il existe, Enfin, en Guadeloupe, non. mais le développer.
Excellent, excellent. Ça demandera quand même beaucoup de moyens. Ça demandera des moyens. Après, Tout est déjà budgété, le projet est déjà bien ficelé oui, et les expérimentations sont en cours en plus. en plus. Oh là là. Ça m'a un peu perturbé. J'avoue que je ne m'attendais pas à entendre parler Il faut pas. de lait de cabri aujourd'hui. Je ne pensais pas du tout. Ok. Et ce serait plus adéquat de le développer où? Ce serait sur tout le territoire guadeloupéen? Ce serait concentré quelque part? Comment tu vois le développement du projet? Mais pourquoi se fermer des portes? Je pense que sur tout le territoire, le but serait déjà de, moi, créer ma ferme. Après, où, je ne sais pas encore, parce que pour moi, je n'ai pas de foncier. Mais ça, il ne serait tardé, Ça se j'ose trouve. l'espérer. Et il y a du foncier Et- normalement mis à disposition par le conseil départemental, faut pas l'oublier. Et après, le but, ça sera vraiment de créer une filière lait. Ça ne sera pas juste d'avoir une exploitation, la mienne, ça sera vraiment de développer la filière lait partout, parce que le marché est là, et d'aider tous les agriculteurs qui le veulent à ce qu'on monte tous ensemble un projet, parce que plus on est, plus on va loin. On va peut-être un peu moins vite, mais on ira plus loin, et on sera sûrement plus fort. Donc Tous autonomie au niveau de la production laitière. Ah, Ce serait complètement. l'idéal. Le but, ça serait ça, souveraineté alimentaire. On est dans les changements climatiques à l'heure actuelle. Il faut trouver des solutions et ça en fait partie. Mais pourquoi tu as été sur le cabri et pas sur la vache, par exemple? C'est vrai que le cabri, forcément, c'est novateur. Mais pourquoi ce choix-là et pas la vache? Alors déjà, je pense que vous voyez ma corpulence. C'est plus facile de gérer. C'est un peu plus simple de gérer des Excellent. animaux de 30 à 60 kilos plutôt que des animaux de 500. Et c'est pour aussi une préférence complètement personnelle. Moi, je trouve les chèvres, les cabris très, très intelligents et très amicaux. Et par conséquent, je me suis dit, c'est ce que je veux faire. Et j'adore le fromage de chèvre. Donc, voilà. Moi, tu ne dis pas pour abattre les animaux, toi. Je ne suis pas pour les abattre, mais après, dans tout ce qui est exploitation agricole, il y a aussi un turnover. Dans ma chèvrerie, il y aura 20% de renouvellement. Tu as tout calculé. Notez que tout est calculé. Tu n'as rien laissé au hasard, en fait. Et il ne faut pas. Pas tout, en tout cas. Et il y a certains animaux qui iront à l'abattoir. Et il faut savoir que la viande de chèvre, c'est très très bon pour la santé et c'est bien meilleur que. Non, le d'autres cabri, c'est viandes. bon. Clairement. Non, mais c'est bon gustativement, mais c'est aussi très bon pour la la santé. santé. Ça a plein de propriétés bien supérieures aux autres viandes, comme le fer, les protéines. Ah, donc il y a un intérêt aussi particulier à consommer le cabri. Oui, complètement. On va faire la création d'une filière cabri bientôt avec toi. Non, c'est très très bien. Non, c'est excellent, il faut aller y penser. Et tu étais là pour ça, dans tous les cas. On va passer à un autre projet, celui de Éteigne, Gênes, donc Gênes Calabash. Qu'est-ce que c'est? Alors, Jens Calabash. Et ton parcours avant? Oui, alors bon, je me présente comme tu as pu me présenter. Je suis Étienne Gênes, je suis un Ansois, agriculteur à titre principal et agro-transformateur dans le prolongement de mon activité personnelle, professionnelle du moins, principale. Et Jens Calabash, c'est une entreprise familiale, une marque de glace vegan qui a été lancée en fin 2019. Alors, à travers cette marque-là, j'ai voulu répondre à deux problématiques. C'est-à-dire la problématique du gaspillage des fruits de saison qu'on a, parce que je suis agriculteur en Anse-Bertrand. Et ça me faisait un peu mal de voir chaque année des fruits, des tonnes de fruits qui se gaspillent. Et surtout qu'à chaque fois, je vois des fruits qui se succèdent. Quand ce n'est pas les pommes malacas, c'est les tamarins. Quand ce n'est pas les tamarins, ce sont les surettes, ce sont les mangues. Donc, j'ai voulu, en quelque sorte, donner un rôle à ces fruits-là à travers un projet agroalimentaire. Et j'ai pensé à la glace vegan parce que moi, personnellement, je digère très mal tout ce qui est produits laitiers. Et j'ai pris conscience des attentes des personnes comme moi, mais aussi des attentes des personnes qui sont allergiques, qui sont véganes, végétaliennes, et qui ont en quelque sorte une difficulté à trouver des desserts gourmands, exemple de produits laitiers. Alors moi j'ai combiné ces deux problématiques à travers cette marque Jens Calabash, qui est une marque de glace emballée, et qui veut dire... Ah mon Dieu, tu fais de la pomme surette en glace? Oui, mais
J'aurai l'occasion de vous faire découvrir. Ou bien tu nous diras où est-ce qu'on peut les trouver. Voilà. Ce sera J'aurai très l'occasion important. de vous faire découvrir les produits, de vous dire où vous pourrez découvrir les produits. Parce que tu nous as dit que t'es en soi. Oui. Tout est concentré dans Norganter, alors. Non, justement. Le produit, je travaille pour que le produit soit au plus près possible du consommateur. Ok. Donc, je travaille avec des partenaires qui ont des épiceries fines, des pâtisseries, des magasins spécialisés qui me font confiance et qui me permettent de distribuer leurs produits à travers leurs établissements. Voilà. Donc, Alors, j'essaie de rapprocher au plus près possible du consommateur le produit. Il faut. Donc il faut penser Nord Grande Terre, mais aussi Sud Grande Terre, Nord Basse Terre, Sud Voilà. Basse Terre. Sud Basse-Terre, le produit est disponible en Basse-Terre, les produits au centre. Où Il est disponible en Basse-Terre aujourd'hui chez Kalina Shop. Comme bon. toi. Voilà. On y viendra tout à l'heure. J'y étais, ça fait pas longtemps. Ah d'accord, j'ai fait la livraison. C'est bon, on peut y aller. Eh bien, très bien, je vais passer. Donc Kalina Shop Kalina sur Shop. la Basse Terre. Voilà, à Mont-Navache. Et d'ailleurs, je tiens à saluer le travail de tous les épiciers qui tiennent ce genre d'établissement et qui assurent la promotion des produits locaux. Franchement, vous faites un gros travail. Ils ont fait de gros investissements pour beaucoup d'entre eux. Et juste pour assurer la promotion de produits locaux, sincèrement, ça fait plaisir de rentrer dans ce genre de magasin et de voir plein de références, de choses qui nous ressemblent et qui ont bon goût, Magad. C'est clair. Il y a une richesse en ce qui concerne la créativité. On a une richesse de produits agroalimentaires et moi-même je résiste pour ne pas tout acheter à chaque fois que j'y vais. J'avoue. C'est clair, hein? Sinon, c'est la ruine. C'est Clairement. ça. Mais je t'avouerai que là, tu m'as beaucoup interpellé avec ta glace à la pomme surette, puisque ça, c'est vraiment fruit de saison. C'est pas comme si c'était un fruit qu'on arrivait à travailler dans plein de productions. C'est très rare. C'est en général un fruit qu'on va manger comme ça, ou bien on va consommer le miel de surette éventuellement. Mais en produit transformé, j'avoue que de mémoire, je n'ai pas de référence. Tu as une référence? Oui. Pomme surette? Moi, je fais de la... Ah non, mais c'est toi. Non, mais pas à titre personnel, je veux dire pour moi, hein, pas pour commercialiser, mais comme tu connais pas, là, il y a la glace, donc je ne savais pas. Mais moi, je fais de la confiture, on va dire, de la marmelade de surette. Ça, je vois. Ça c'est déjà, Ouais. c'est déjà plus connu. Plus connu, Parce qu'à la campagne, en général, bon, Ouais, ça t'est qu'à traîner, t'es là, donc on fait des Exactement, confitures ouais. avec tout ce qui traîne, nous. Mais c'est vrai qu'en glace, En glace, je connais pas, hein, franchement. j'avoue que là, tu sais, je pense qu'à une chose, quel goût ça a. Ça, c'est vraiment, depuis tout à l'heure, je pense à quel goût ça a. L'interrogation justement que tu peux avoir vis-à-vis de la glace pomme surette, c'est bien ce que moi j'essaie de créer auprès du client. C'est-à-dire que chaque recette, chaque parfum que nous proposons, que nous développons, se veut être une recette unique. C'est-à-dire que j'annonce pomme surette, mais tu vas trouver... Ou tamarin, c'est pas comme Voilà. si on avait 150 glaces de tamarin disponibles en magasin. C'est ça. Donc tu vas trouver une petite touche qui se veut être l'identité de la marque, tu vois. Une épice, une manière de transformer le fruit. Voilà. C'est-à-dire que même je pousse en quelque sorte le développement jusqu'au choix de la variété du fruit que je propose. En accord avec ce que la nature me permet justement aussi de transformer naturellement. Je ne veux pas aller chercher un fruit ultra rare et dire... Ouais, parce que j'allais te dire, bon, si tu nous sors surette, tu Voilà. peux nous sortir glace de prune café aussi pendant qu'on est là. Pourquoi Mais pas? Pourquoi pas, dès lors que des habitants peuvent me permettre Tu n'auras d'avoir pas la de ressources prune. suffisantes. Oui, non, mais je suis sûr qu'en examinant la ressource, en examinant cette ressource-là particulièrement, c'est possible. Le défi est lancé. Oui. S'il y a possibilité, j'aimerais bien voir... on n'a jamais vu de produit transformé avec ce fruit-là. Un prune café, c'est tellement bon, mais c'est vrai que c'est très rare. Ça pousse pas partout. Alors, mais Tu m'as donné faim. je voudrais justement mettre l'accent sur la marque, parce que tu avais une interrogation Calabash. Sur le calabash. concernant Jens Calabash. Pourquoi ça s'appelle Jens Calabash? Pourquoi le logo est comme il est? Ça vient du fait que, enfin, je vous dis brièvement, qu'est-ce que veut dire Jens Calabash? Jens Calabash en français, ça veut dire la calebasse de la famille Gênes. En référence au cuit qu'on utilise traditionnellement comme ustensile
pour cuisiner. Et le logo est composé de la calebasse, du fouet et du couteau, parce que techniquement, ce sont les 3 ustensiles qu'il me faudrait pour fabriquer une recette de glace avant de la passer dans la sorbetière. Voilà. Donc voilà pourquoi ça s'appelle Jens Calabash. Nickel. Le projet est bien pensé. J'aime beaucoup l'aspect récupération de fruits. C'est vrai que ça a gaspillé sinon, mais il faut continuer à planter des arbres fruitiers dans tous les cas. Et sur la spécificité fruits de saison, effectivement, ça pourrait être pas mal. Après, il faut voir comment tu rentres sur le marché avec des concurrents déjà en local qui essaient quand même de faire des glaces assez atypiques, on va dire. Il y en a 2 ou 3 quand même. Tu les as déjà vus? Non, oui, moi j'apprécie vraiment toutes les créations qui se font. Et franchement, je trouve que chaque personne apporte sa touche, sa pierre à l'édifice. Donc moi, je suis admiratif devant toutes les initiatives. Et franchement, j'apprécie tout. Et nous, on apprécie tous vos produits. Dans tous les cas, on les mange à la fin. Et nous recevons maintenant Jean-Yves Carmassol pour le projet Papitet. Franchement, j'aurais dû faire le lien, mais j'ai pas fait le lien. Pour les téléspectateurs, puisque je n'aime pas cacher les choses, pour les téléspectateurs, donc Papitet, bon, tu représentes donc la marque de chips Papita, en fait. Tout à fait. Papita qu'on peut trouver dans les épiceries fines, vente, mais vous pouvez aussi les Uber, trouver dans les stations Total, pour ne pas les exactement. citer, et dans quelques endroits où on peut les trouver. Donc c'est une marque de chips locale. Local, oui. Qui fonctionne bien. Qui commence à bien fonctionner, oui. C'est quelque chose qui se développe vraiment et j'en suis fier parce que c'est une bataille et le résultat est là. Beaucoup à faire encore, mais... Justement, donc je voulais prendre un petit débat hors débat. On va arrêter le temps pendant 2 secondes, rapidement. Non, c'est vraiment parce que bon, tu es sur un modèle économique quand même qui est très intéressant à terme. Mais justement, je me renseignais un petit peu et je demandais pourquoi tu ne passais pas dans une production... Enfin, tu ne développais pas ta production, mais de façon exponentielle, vraiment. Parce que la qualité du produit est excellente. Si tu as réussi à te placer dans certains endroits, tu sais très bien que c'est parce que le produit est excellent. Ouais. Donc, on m'a dit apparemment que tu ne veux pas pendre ton chapeau plus haut. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, je dirais pas ça. C'est que Papita Guada est une entreprise qui existe depuis 2014 et que il a fallu mettre en place tout ce qu'il faut pour que Papita existe. Ça prend du temps. Papita Guada, c'est un homme qui est devant vous, avec des aides un peu, mais qui reste seul et qui est amené justement à se développer, pas d'une façon industrielle. C'est pas ça que je veux, rester vraiment artisanal. Vous savez, il y a des artisans qui gagnent bien leur vie, qui fonctionnent bien. Mais je veux garder ce côté artisanal. C'est ce qui fait Papita, finalement. Donc, c'est le temps, en fait. Et ça commence à se développer tout doucement. La clientèle est là. Les demandes sont assez exponentielles. Donc, imagine. Oui, donc aujourd'hui, il restera une étape. Il restera une étape pour qu'on puisse passer à autre chose. On connaît déjà le nerf de la guerre. Moi, j'ai l'idée. Non, mais moi, j'ai l'idée, parce que des financements, ça, tu devrais en avoir. Justement, c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, mais quand tu leur as servi aux banquiers tes chips? Pas encore. Ah ben voilà, il faut commencer par ça. Oui, c'est ça. Il faut commencer non, mais la problématique vraiment, c'est que quand on est seul, on peut pas tout faire. Donc du coup, je comprends. Je fais au fur et à mesure. Donc si je participe aujourd'hui à ce concours, c'est justement parce que je sais qu'il y a des aides techniques et autres qui vont faire que Papita Guada va passer peut-être à une autre dimension. Enfin, je le souhaite en tout cas. Bon, je te réinviterai, on parlera plus amplement de ça, parce que moi j'ai une question cruciale, j'aurais voulu la poser à tout le monde. On dit beaucoup effectivement qu'on veut rester en production locale, mais à terme, il faudra quand même qu'on aille concurrencer quand même les grandes marques. Moi, je vois, par exemple, sur les gondoles en supermarché, moi, je vois du Lay's partout. J'aimerais bien quand même voir une gondole en Papita, tu comprends? À un moment donné,
Ça pourrait être sympa. Plutôt qu'on ait les petits carrés produits locaux. Non, on veut la Oui. gondole entière avec des produits de chez nous, en fait. Oui, alors enfin, personnellement, moi, je me retrouve à certains endroits, à petite échelle, bien sûr, hein, à côté des LEDs. Ça, c'est pas un souci. Alors, c'est bien parce que c'est l'engagement aussi du gérant de la structure. C'est-à-dire que on connaît bien LEDs, tout ça, c'est des gros multinationales, donc du coup, ils prennent de la place, quoi, ils ont les moyens. Mais malgré tout, si le gérant il est conscient, ah ben, il me fait une petite place à côté de LEDs. Moi, ça me dérange pas. Et les gens, ils font bien la différence. Ah, mais clairement. Donc il y en a qui vont acheter du LEDs parce qu'ils ont l'habitude, mais il y en a, le fait de découvrir un produit qui est d'ici et qui est bon, hein, voilà, eh ben, Et une deuxième question, j'en profite, tiens, pour le coup, c'est pourquoi on passe pas en mode de mutualisation? Puisque... Non, je ne devrais pas dire ça. On va passer à un autre sujet. Je te dirai ça en antenne. Non, mais c'est une bonne question quand même parce que donc le projet Papita, il existe depuis 2014 et comme tout agro-transformateur, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un métier qui aujourd'hui se professionnalise vraiment, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, c'est plus une marchande qui vient au bout de la route vendre ses produits. Voilà, aujourd'hui, ça se professionnalise. Et donc, qui dit professionnalisation dit aussi avoir une matière première régulière, quoi. Et c'est là la problématique. D'où le projet Papita. Le projet Papita, c'est tout simplement fédérer, mutualiser les agrotransformateurs aux producteurs. Donc, on va essayer de créer une plateforme, un réseau, qui va permettre que les agrotransformateurs, par exemple, vont pouvoir aller sur cette plateforme simple d'accès, etc. Et ils vont aller, et comme ça, ils auront toute la liste des agriculteurs en fonction de ce qu'ils font. Eh ben, ils sauront s'ils ont, pour la semaine prochaine, par exemple, ils veulent, par exemple, je ne sais pas, moi, des patates, eh ben, ils sauront s'ils veulent, si un des agriculteurs a des patates, et là, il passe sa commande, et ça se fait, alors ce sera peut-être au début numérique, donc ça veut dire que la relation entre l'agrotransformateur et le producteur, il puisse se débrouiller pour récupérer sa marchandise, quoi. Pour le moment, après on verra à la suite comment ça se développe, mais c'est une vraie demande, puisque Papita, avec ce recul, a ce genre de problématique. Il a essayé de créer un réseau, essayer de démontrer aux agriculteurs qu'on est professionnel. Aujourd'hui, on est des professionnels. À partir du moment que vous avez un numéro de SIRET, vous êtes un professionnel. Vous payez des charges, etc. etc. Donc, vous voulez vous développer, mais vous avez ce blocage de matières premières et autres qui fait que vous ne pouvez pas y aller vraiment. Donc, c'est pour ça que Papita veut créer ce réseau numérique afin de mutualiser les moyens pour que tout un chacun, finalement, c'est une coopération gagnant-gagnant. Tout le monde sera gagnant, finalement. Ma deuxième interrogation allait dans ce sens-là, voilà. Puisqu'on fait face, pour être à côté des LEDs, il ne faut pas techniquement faire face à de ruptures de stock. Il faut toujours avoir des produits en rayon. Voilà. Et c'est vrai que nous, en fait, comme on fonctionne par saison, souvent, des choses comme ça, tout à fait. On n'a pas la matière première disponible et donc on a systématiquement des ruptures de stock. Absolument. Et là, la clientèle ne peut pas s'habituer aux produits et ça pose un très gros problème. Ça pose un gros problème. Donc c'est vraiment, je suis dans cette démarche-là pour essayer de fédérer tout le monde pour qu'on puisse avoir vraiment des produits toute l'année et que ça soit vraiment fluide, quoi. Pour qu'on ait une traçabilité, une visibilité, quoi. Moi, j'aurais retourné le problème. Pourquoi ? C'est la question que je ne voulais pas poser, mais comme je suis une grande bouche, n'est-ce pas, hein? C'est pourquoi vous ne mutualisez pas sur la production. Parce qu'il y a différents goûts. Ok, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais on sait quel produit sort du lot, lequel arrive à se placer. Pourquoi on n'arrive pas à miser en commun et arriver à en faire un sortir du lot et le passer en production sur des tonnes, des tonnes, des tonnes? Alors, ça veut dire les mais en fait, par exemple, vous auriez mutualisé justement la matière première et avoir une unité de production. Donc on aurait une recette qui déclinerait tous les parfums, patates douces, fruits à pain, tout ça. Mais effectivement, qu'on ait une unité de production qui puisse centraliser tout ça et envoyer du lourd, en fait. En réflexion ? En réflexion, ouais. C'est en réflexion, c'est certainement possible. Hein. C'est vrai que ce serait très intéressant, les coûts seraient moindres, etc. Mais là, pour le moment, c'est en réflexion, il faut déjà... Donc, ton réseau, déjà, pourrait permettre déjà un rapprochement ? Exactement, tout à fait. Ce serait déjà une première étape. Oui, ce serait une première étape qui permettrait justement d'aller dans ce sens. Ouais. Donc, c'est l'essence du projet Papita, donc créer un réseau pour... Par Papita Guada.
Par Papita Guada. On ferait une émission sur Donc ça, Papita. oui. parce Et que- sur toi aussi, on ferait une émission. Franchement, j'adore. Moi, j'adore. Les produits locaux, on sait. De toute façon, tout le monde sait. Moi, je kiffe. C'est mon kiff. Oui. Tu voulais dire Je voulais dire, je ne me rappelle plus. donc, en tout cas, merci pour vos présentations. On va faire un petit rappel sur ton projet, rapide. Du coup, mon projet, c'est une exploitation en cabri bio transformation laitière. Transformation laitière avec nos cabris. Les désirs à être entendus, je pense que ça va y aller. Sur ton projet, Mon projet, c'est l'augmentation des capacités de production de glace végétale à base de fruits de saison et comme la pomme surette. sous-exploité en Guadeloupe. Excellent, excellent. Voilà. Et nous avons donc le projet Papité. Donc le projet Papita Guada qui est amené ce projet Papita Guada va s'associer au projet Papité pour fédérer, mutualiser les agriculteurs et les agrotransformateurs afin d'avoir une production régulière et une traçabilité, une visibilité sur la chaîne. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau, Merci nous à présenter vos projets qui concourent donc pour Agreen Startup. Vous êtes dans la catégorie agro-transformateur, 5 équipes et sont finalistes et on vous dirait effectivement que le meilleur gagne, mais dans tous les cas vous avez déjà gagné avec les projets que vous sortez, c'est déjà une victoire pour nous Tout à fait. et notre estomac. Bonne soirée à vous sur Canal 10, on se Merci. retrouve demain. Merci. Merci.